Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger la 4e activité, la construction d'une théorie, puis vous retrouverez une deuxième vidéo avec l'activité 5 qui sera corrigée également. Au cours de ce chapitre, nous avons vu dans un premier temps comment on pouvait classer les espèces entre elles à l'aide d'un arbre phylogénétique. Nous sommes passés ensuite à une seconde activité qui nous permettait de rajouter à ces arbres phylogénétiques les fossiles, qui ne sont pas des ancêtres communs, mais des espèces que l'on peut classer directement avec les espèces actuelles. Puis, une troisième activité où on a pu expliquer que l'évolution des caractères permettait de traduire une certaine parenté entre les espèces. Nous sommes toujours dans la seconde partie du chapitre, dans le petit b, l'histoire d'une théorie, l'évolution. On va donc maintenant corriger cette 4e activité. De cette activité, il fallait essayer de comprendre comment cette théorie de l'évolution a été construite. Pour cela, il fallait distinguer une croyance, quelque chose que l'on ne peut pas prouver, d'un savoir scientifique, quelque chose de prouvé par des observations, des expérimentations, et tout ça à partir d'hypothèses. On vous montre par la suite différents documents concernant cette théorie de l'évolution. On va commencer par Jean-Baptiste Lamarck et son transformisme. Pour lui, le cou des girafes a été étendu au fur et à mesure du temps pour atteindre les espèces végétales dont elles se nourrissaient. Il y aura donc des modifications au cours du temps de certains caractères sous l'influence du milieu. Pour lui, ces caractères se transmettent aux descendants. Il ne prend pas en compte dans sa théorie le fait que la longueur du cou va varier selon certains individus de façon aléatoire, mais il a initié les premiers changements des espèces au cours du temps. Dans le deuxième document, on parle de Georges Cuvier en 1812. Il annonce dans sa théorie 2 changements, le catastrophisme et le fixisme. Catastrophisme, pourquoi ? Parce que pour lui, certaines espèces vont disparaître dans des catastrophes et seront remplacées par d'autres. Il n'y aura pas de continuité. Il y aura une catastrophe, puis une apparition de nouvelles espèces. Il prend en compte ces ibis modifiés. Pour lui, ils auraient disparu et laissé place aux ibis actuels, car pour lui, la région n'a pas changé. Il montre finalement l'idée des crises de la biodiversité et reste dans le fixisme puisqu'il dit que les espèces anciennes ressemblent aux espèces actuelles. Document, on vous montre la théorie de Charles Darwin et de la sélection naturelle en 1859. Selon sa théorie, des individus vont avoir de façon aléatoire des caractères qui vont plus ou moins les avantager selon les conditions du milieu. Ils vont donc varier les uns par rapport aux autres au sein d'une même espèce, comme ici les coccinelles, on en a des rouges, des jaunes, des noirs, etc. Selon les conditions du milieu, ils vont donc être avantagés ou non. Ceux qui sont avantagés auront plus de chances de survivre. Sa théorie a été plus ou moins acceptée par la communauté scientifique et vous avez dans le 4e document un exemple de son étude sur les pinsons des Galapagos. Les Galapagos sont des îles intéressantes puisque sur chacune de ces îles, on a des conditions de vie différentes. C'est pourquoi Darwin a étudié les oiseaux qui y vivent. Plus les conditions de vie seront différentes, plus les animaux vont devoir s'adapter à ces conditions de vie. Ils vont donc avoir des caractères qui vont apparaître, leur permettant de se nourrir beaucoup plus facilement. Et ceux qui se nourrissent facilement vont mieux survivre. Ce seront donc des caractères qui vont être sélectionnés au cours des générations et qui vont être ensuite dominants, conduisant à la formation d'une nouvelle espèce. Ici, nous avons 2 individus de 2 espèces différentes. Le Géopis des cactus et le Géopis olive. Le Géopis des cactus aura un bec beaucoup plus épais, ce qui va lui permettre de déchirer les cactus et de broyer les tissus végétaux pour récupérer la pulpe des fleurs. Comme on voit ici, on a un bec beaucoup plus épais que celui qui est à côté, le Géopis olive. Le Géopis olive a un bec beaucoup plus adapté
pour trouver dans les petits trous les insectes qui l'intéressent pour se nourrir. Dans ce dernier document, on vous présente deux espèces de pinsons, un pinson à bec normal et un pinson avec épais et robuste. On va observer ces deux espèces sur un intervalle de temps de 3 ans, de 75 à 78, avec une période de sécheresse. On va essayer de comprendre comment évoluent ces deux espèces au cours du temps. On observe qu'en temps normal, le pinson à bec classique va être en majorité, comparé au pinson à bec robuste. Il va pouvoir casser les graines fines qui vont être dans l'environnement. Lors d'une période de sécheresse, les graines seront sèches et beaucoup plus grosses et dures à casser. Ce sont donc les pinsons à bec robuste qui vont pouvoir être favorisés et proliférer à défaut des pinsons à bec normaux. On vous demande ensuite de rédiger un texte dans lequel vous montrerez que la théorie de l'évolution constitue un savoir scientifique, c'est-à-dire une connaissance basée sur des faits, observations, expérimentations, et non pas juste une croyance. Vous aviez ici des petits conseils pour réussir votre activité. Vous retrouverez ici les déductions des documents et non pas leur description puisque je l'ai faite précédemment à l'oral. Le premier document présentait la théorie de Lamarck qui s'appuyait sur le fait que les girafes devaient tendre leur cou au fur et à mesure du temps pour avoir accès à la nourriture. Au contraire, on sait que les caractères apparaissent de façon aléatoire au cours du temps, et donc ce n'est pas le cou de la girafe qui s'est étendu dans le but de la nourriture, mais plutôt une facilité à l'accès de la nourriture au cours du temps par cette adaptation. On va donc avoir la notion ici d'un long intervalle de temps pour l'évolution des caractères. Dans le deuxième document qui vous présentait la théorie de Cuvier, ici on vous dit que les espèces fossiles sont similaires aux espèces actuelles. On va avoir quelque chose donc de figé dans le temps, même si certaines espèces disparaissent et apparaissent de façon brutale. On parle ici de une crise biologique. Dans le troisième document, on vous parle de la théorie de Darwin, où ici, on va voir l'apparition aléatoire d'une variation d'un caractère qui va procurer un avantage à certains individus et cela va permettre la formation de nouvelles espèces. Le document 4 et 5 vous montrent que pour les pinsons des Galapagos, on va avoir certains caractères qui vont favoriser des individus dans le but de se nourrir. Ces adaptations vont conduire à la formation de nouvelles espèces puisque sur chaque île des Galapagos, on va avoir des conditions de milieu qui seront différentes. Cela va permettre la formation donc de nouvelles espèces par sélection naturelle, par la survie des individus les mieux adaptés au milieu. Si on compare les trois premières théories que nous venons de voir, on remarque que Cuvier a émis les premières hypothèses quant à la succession des espèces au cours du temps. Il ne parle pas réellement d'évolution, mais il dit que des espèces fossiles ont laissé place à des espèces actuelles, lors de crises biologiques. Lamarck, quant à lui, parle de modification au cours du temps, en leur donnant un but logique, ici un but évolutif. Pour la girafe, si son cou est plus grand, c'est pour manger. Darwin, lui, ne donne pas forcément de but à ces variations, mais indique que ces variations vont avoir un effet positif dans la survie des individus. En effet, s'ils sont adaptés au milieu, ils vont survivre. Ils vont conduire à la formation de nouvelles espèces. Darwin indique donc que les espèces vont apparaître au fur et à mesure du temps par survie et adaptation à l'environnement. Les faits utilisés par Darwin sont encore valables aujourd'hui puisqu'ils se basent sur des interprétations dues à des observations et on peut encore utiliser ces observations puisque les espèces sont encore vivantes ou même l'adapter à de nouvelles espèces. Cette activité nous a permis de comprendre comment s'est établie la théorie de l'évolution. En effet, elle ne s'est pas faite en un jour ni avec une seule personne. Ce sont plusieurs scientifiques qui ont proposé diverses théories au cours de l'histoire et se sont basés sur des faits différents. Ils ont chacun contribué à leur façon à la théorie que l'on connaît actuellement de l'évolution. Mais ce fut Charles Darwin qui a permis un grand essor de la théorie de l'évolution grâce à ses avancées sur
les pinsons de Galapagos. Je passe maintenant au premier bilan de cette vidéo. La théorie de l'évolution s'appuie sur de nombreuses observations et expériences qui ont été faites au cours du temps. Ce ne sont pas des croyances, mais ça a vraiment été basé sur des faits. C'est là où on distingue théorie scientifique avec croyance. C'est à partir de Charles Darwin qu'on obtiendra la théorie la plus aboutie et argumentée. En effet, c'est à partir de Darwin que l'on va faire le lien entre l'unité et la diversité qui va s'expliquer par l'évolution du vivant.